Donc on va aborder maintenant le programme plus scientifique. Je vais demander ce que nos collègues de la première table ronde, donc le professeur Gilles Raoult-Cormeille, notre maître de conférence Quentin Lepluard et évidemment le professeur Grégoire Moutel nous rejoignent sur la question des lois de bioéthique. Autre diapo, s'il vous plaît. Donc, on a parlé un petit peu de la révision des lois de bioéthique. Vous voyez que ça brasse beaucoup de thématiques, depuis la reproduction, développement embryonnaire et cellules souches jusqu'à la fin de vie, en passant par l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on a eu envie de vous proposer cette première table ronde avec finalement 3 sous-questions. Quelles questions les lois de bioéthique portent-elles aujourd'hui, 30 ans après que le législateur les ait consacrées? Quels domaines d'intervention et quelles évolutions peut-on encore prévoir ou on peut encore espérer? Autre diapo, s'il vous plaît. Alors juste pour introduire le débat, vous montrer la polysémie du terme de bioéthique depuis sa création par Van Rensselaer-Potter en 1971, qui voyait la combinaison des connaissances biologiques et des valeurs humaines, jusqu'à donc des essais de première définition, vous voyez, disciplines réfléchissant sur les questions morales et juridiques suscitées par les progrès de la recherche médicale. Donc le signifiant recherche est important, notamment dans le domaine de la génétique et de la reproduction. Ensuite, on a une définition un peu plus ramassée, éthique gouvernant les recherches médicales et leurs applications pratiques à l'être humain. On n'a pas dit la personne chère à Xavier Billioy, mais voilà. L'étude des problèmes éthiques posés par les avancées en matière de biologie humaine et environnementale ainsi que de médecine. Et puis finalement, comme le professeur Billioy l'a écrit, est-ce qu'on est dans une loi aujourd'hui, depuis la loi d'août 2021, une loi de bioliberté, ou est-on encore dans une loi de bioéthique? En tout cas, pour l'ex-doyen de la fac de droit de Rennes, Jean-René Binet, à défaut d'être une morale de la science, nous dit-il, la bioéthique serait une morale scientifique. Donc, à partir de cette redécouverte ou cette reformulation de notre concept et de notre pratique de bioéthique, on va pouvoir maintenant donner la parole justement à nos intervenants sur les lois de bioéthique avec un regard croisé entre médecins et juristes. Merci pour votre attention. J'y vais là, ça fonctionne. Merci beaucoup aux organisateurs de ce colloque. C'est pas facile de commencer finalement, d'entrer un peu dans le fond. Quand on parle de loi bioéthique, voilà, c'est très intéressant de s'intéresser au titre des lois. Les titres des lois, c'est éminemment politique. Et parler de loi de bioéthique, c'est quand même très intéressant. Où est le droit dans tout cela? Les lois fondatrices du 29 juillet 1994. Moi, j'aime bien dire que chaque loi de bioéthique a finalement eu une place dans l'élaboration de cette nouvelle branche du droit. Et les lois du 29 juillet 1994 sont fondatrices. Il y en a 2. Et les lois 94-653 et 94-654, ni l'une ni l'autre ne portent le titre de loi de bioéthique. En revanche, les 3 autres lois, la loi du 6 août 2004, la loi du 7 juillet 2011 et la loi du 2 août 2021, sont relatives à la bioéthique. Alors, les 2 premières lois, vous en avez une qui place le corps humain dans le Code civil, et vous en avez une autre qui finalement va introduire dans le Code de la santé publique, mais c'était le premier, le Code de la santé publique, c'était celui de 1953, là où il y avait 3 chiffres devant le tiret, il y avait 3 chiffres devant. Et donc, vous avez des textes sur le prélèvement des éléments du corps humain, les prélèvements de gamètes aux fins de dons, voilà. Et puis, vous avez la question des PMA. Alors, c'est très intéressant de se dire, pourquoi 94? Pourquoi les 30 ans? N'y a-t-il rien eu avant? Alors là, voilà, on va peut-être pouvoir en parler, parce qu'on n'a pas tous le même regard sur quelle est la première loi bioéthique. Mais finalement, il y a une catégorie juridique, il y a une nouvelle branche du droit. C'est-à-dire qu'avant ces lois de 94, me semble-t-il, on n'avait jamais décidé de donner un cadre juridique à toutes sortes de questions qui étaient différentes.
ne peut pas travailler exactement la question du don de gamètes, je pense, et la question du don du sang. Et même sur ces points-là, le fait d'avoir mis le même cadre juridique, je trouve que ça n'a peut-être pas été assez réfléchi. Mais enfin, on en reviendra dans la journée. Mais avant, on avait des lois qui n'avaient qu'un seul thème. Voilà. Et je pense qu'en 1994, ce qui est nouveau, c'est qu'on embrasse tous les thèmes. La question qu'on peut se poser, c'est quels sont les thèmes qu'on n'a pas étudiés en 1994 et qu'on aurait pu étudier, quels sont les thèmes qu'on n'a pas étudiés en 2004 et qu'on aurait pu étudier, idem en 2011, idem en 2021. C'est pour ça que, pour moi, les lois fondatrices de 1994, c'est important, fondatrices. Ensuite, on a eu des lois plutôt innovatrices, c'est-à-dire que je trouve qu'en 2004, on y était plus loin, comme en 2021, on était plus loin, alors qu'en 2011, c'est une loi qui est plutôt conservatrice, et il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas affleuré. Voilà, je pourrais développer, on pourra en discuter ensemble, rentrer dans le fond, mais 2 points. Parfois, il y a des thèmes où on n'attend pas les lois bioéthiques. C'est-à-dire que finalement, les médecins font sans le législateur. Exemple, ICSI. ICSI qu'on a annoncé en 1999 comme la fin de l'infécondité masculine. On a la possibilité de prendre quelques spermatozoïdes, peut-être même un, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, pour l'introduire directement introduire directement dans l'ovocyte. Donc un homme qui a véritablement, qui une azoospermie, enfin voilà, je ne sais pas exactement quel est le terme savant, mais voilà, qui est un fécond, là on va pouvoir lui permettre d'enfanter. Bon, ICSI, pas de cadre juridique. Alors que l'ultra-vitrification des ovocytes, là, ça s'était fait, on a dit on va attendre le fait de rabaisser la température immédiatement comme ça des ovocytes, en se rapprochant du zéro absolu. On va attendre la loi, avant on ne le fait pas. C'est pour ça que dans les sécos, centre d'études et de conservation des œufs et du sperme, et non pas des ovocytes et du sperme, parce que on ne congelait pas seulement les ovocytes. C'est très intéressant de se poser la question comment on a avancé. C'était très bien que tu évoques le nom de Georges David, parce que véritablement, on a avancé pas à pas. Pas à pas, doucement, par avancée. Alors, peut-être 2 mots sur la fabrication de ces textes de loi. D'abord, le premier mot, c'est que ce qui est apparu en 1994 comme étant fondateur, c'est d'avoir fait remonter dans le Code civil des principes. Voilà. On passe la parole à un juriste, il dissocie clairement les principes qu'on a mis dans le Code civil, des dérogations, des cadres exceptionnels, des exceptions. C'est très important, l'exception. Mais l'exception, c'est une règle qui a un domaine d'application extrêmement particulier. Un principe, il a vocation à rayonner. On n'arrête pas son domaine. Et quand on a un doute, c'est très important de savoir, est-ce que la règle d'exception s'applique? Si elle ne s'applique pas, alors on vient au principe. Et comment les principes de bioéthique, finalement, sont nés? Alors c'est intéressant de faire dialoguer les sources du droit, car la Cour de cassation joue un rôle très important. Je parlerai un peu de jurisprudence dans la journée, mais il faut évidemment parler de ces arrêts de l'Assemblée plénière du 31 mai 1991, qui ont joué un rôle très important avec un amicus curiae. Et puis on avait le professeur Jean Bernard, qui avait été auditionné par la Cour de cassation sur les questions de gestation pour autrui. Voilà. Et bon, quand vous avez un arrêt qui est porté par des rapports, un avocat général, un procureur général, quand vous avez des rapports de magistrats, des juges du fond, quand vous avez un rapport d'un amicus curiae, tout cela, ça vient donner une motivation, un arrêt qui comporte déjà une motivation. Plus tard, en 1994, qu'est-ce qu'on fait? On consacre cette jurisprudence à l'article 16-7 du Code civil. En une phrase, on écrit que la gestation pour autrui est interdite. Eh bien, il ne faut pas s'étonner que, quelques années plus tard, un député, un sénateur, prennent le texte et se disent « Mais tiens, pourquoi ce texte, on le garde ?» Et il ne va pas relire toute la motivation qu'il y a derrière. Et c'est ça qui, véritablement, est important en bioéthique, c'est que ce n'est pas tant, finalement, la solution, la règle que l'on a fabriquée qui est importante, que, finalement, comment elle est née, cette règle, comment, finalement, se repère. On a entendu parler de consensus. C'est très important. On a entendu parler de réflexion, pas d'a priori, d'essayer de comprendre exactement quelle est la règle à laquelle vont adhérer finalement toutes les personnes qui vont être ensuite assujetties. Très important de savoir comment la règle se fabrique et finalement comment elle est reçue après. Mais il faut garder le souvenir
de cette motivation. Donc voilà, la fabrication des règles, voilà, on pourra en parler un petit peu, parce que une autre question, évidemment, dans tous ces sujets du début, c'est de dire, est-ce que les principes de bioéthique qui sont nés, principe de non-patrimonialité du corps humain, principe de gratuité, principe d'anonymat pour les éléments et produits du corps humain, tous ces principes sont-ils conformes aux grands principes de notre société ? L'égalité, la fraternité, j'ai entendu parler de solidarité. Donc voilà, on peut aussi dialoguer à hauteur de principe, et puis ensuite dialoguer entre le principe et la situation particulière. Voilà, donc les sources du droit sont toutes là, la jurisprudence aussi, le rapport des sociétés savantes, les avis du CCNE. Voilà, ça c'est un point très particulier. Et puis l'autre point, quand on est au tout début, c'est la question de la temporalité. J'y reviendrai beaucoup sur la question de la temporalité. On ne peut pas arriver à faire consensus ou à dire qu'on a véritablement entamé une réflexion si le temps de la réflexion n'est vraiment pas là. Donc je pense que par-delà la thématique ou les thématiques, il y a la question de la méthode. Et voilà, c'est ça être professeur. On n'enseigne pas tant des connaissances à nos étudiants, et les connaissances elles vont changer. C'est qu'on nous a appris la méthode. Et donc finalement, y a-t-il une bonne méthode ? Quelle est la temporalité de cette méthode ? Est-ce qu'on a pris assez de temps ? Le temps de la connaissance, j'entendais tout à l'heure Jean-Bernard Demoron, voilà, c'est bien, la règle elle est là, mais après il faut la faire connaître. Et il faut aussi que les acteurs sur le terrain s'en saisissent, se l'approprient. Bon, cette question de la méthode, elle est plus facile quand en amont, la règle arrive à la surface du droit, mais dans un climat finalement où c'est possible, où ce n'est pas un hold-up, quoi. Enfin, je veux dire, c'est véritablement un besoin, ça doit être apaisé. La règle de droit doit naître de manière apaisée, je pense. Et pour cela, il faut du temps, en tout cas sur ces sujets qui sont aussi difficiles. Alors peut-être qu'on rêve. Et moi, je me souviens, à un moment donné, on avait eu, je ne vais pas donner son nom, vous le connaissez tous, mais il avait défendu l'idée d'une bioéthique à la française. Ben oui, c'est vrai qu'on vit dans un monde mondialisé, enfin, tout est mondialisé, et nous, on a une sorte de rocher avec un idéal bioéthique à la française. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on est accroché à ce rêve bioéthique à la française, à nos règles de droit, nos principes, ou est-ce qu'au contraire, on dilue tout dans ce qui est acceptable, dans ce qui est convenable ? Voilà, c'est vraiment, je trouve, une question d'enjeu d'un point de vue politique aussi. Et c'est pour ça que parfois, quand les règles arrivent un peu trop vite et ne sont pas assez négociées en démocratie, on peut se demander véritablement quelle est la légitimité de cette règle de droit. Tu es là pour me poser des questions. Merci Gilles de nous avoir rappelé les principes de ces lois fondatrices et finalement le modèle de la bioéthique à la française. Alors, évidemment, ça résonne avec la question de la future loi sur la fin de vie, où là aussi on se pose la question de comment amener les choses de façon apaisée, avec là aussi cette idée de modèle de la fin de vie à la française, qui ne soit pas copier-coller de ce qui se passe en Belgique ou en Suisse. Enfin, donc c'est aussi nos traditions juridiques, historiques, philosophiques qui sont en jeu, et c'est extrêmement important. J'ai envie de vous poser une question finalement à tous les trois, que vous pourrez peut-être décliner selon vos regards propres. Est-ce que ces premières lois fondatrices sur lesquelles, avec lesquelles on a grandi vous semblent-elles bien appropriées, dans le sens, est-ce qu'elles ne seraient pas trop médico-centrées et peut-être pas assez rattachées à la personne ? Est-ce que ça, c'est pas encore une question qui nous agite, qui doit nous faire réfléchir ? Et voilà, je ne sais pas qui veut réagir en premier à cette question, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'on a fait cette loi pour que les médecins ne soient pas en contravention avec leurs règles déontologiques, ou est-ce que vraiment on a mis au centre l'intérêt de la personne, l'intérêt de l'enfant pour la procréation assistée, voilà, et puis dans quel contexte sociétal, quoi ? Merci Cyril donc, pour cette question, et merci monsieur le professeur Raoul Cormeil pour cette introduction à la table ronde. Donc, sur cette question, est-ce que les lois de bioéthique, les premières donc, de 1994, ne sont pas
trop médico-centré. On peut se rapprocher de l'article 16 du Code civil qui a été créé par ces lois de bioéthique, par l'une de ces lois de bioéthique, qui pose le principe suivant: la loi affirme la primauté de la personne, elle interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et elle garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. On voit dès cet article que le champ des lois de bioéthique dépasse le cadre de la médecine et s'intéresse pour moi, à l'ensemble de la société, donne une vision de la personne humaine, mais plus largement de l'être humain dans le Code civil, dans la loi, et en affirmant sa dignité avec le flou qui encadre cette notion, le flou qui l'entoure, les déclinaisons qui en ont été faites par la suite dans les différentes décisions qui ont suivi. Ça dépasse le champ de la médecine, à mon sens, et même si ça le touche naturellement, c'est décliné par la suite, mais voilà, cette notion éminente de dignité et la primauté qui, pour moi, la compose également, dépasse le champ de la médecine. Pour répondre à la question pas si simple que ça, quand on est dans un espace régional de réflexion éthique ou quand on est professionnel de santé aujourd'hui, les définitions de la bioéthique telles que tu les as exposées apparaissent restrictives au sens très biologisante, donc très orientées non seulement médecine, mais très orientée biologie dans la médecine. Et dans la médecine aujourd'hui, la question de la citoyenneté, elle est interrogée sur la question de la liberté en psychiatrie, sur la question de la contention dans les EHPAD, sur la question du don du corps à la science. Et effectivement, on pourrait dire que le débat législatif, quand on le voit de l'extérieur, c'est centré sur une approche. Moi, à l'époque, je discutais beaucoup avec Claude Grisselli, qui présidait l'INSERM. On a l'impression que c'était non seulement des questions de médecine, mais des questions de médecine très portées par des scientifiques de haut niveau qui renvoient à la question de qui amenait le débat sur la place publique. Et effectivement, c'était des acteurs très respectables, mais très centrés sur une vision scientiste de la question bioéthique. Aujourd'hui, ça fait débat. Je rebondis sur ce qu'a dit Eric Chenu. Les citoyens sont certes intéressés sur la question du clonage, mais en fait, j'ai beaucoup de respect sur ces travaux qui ont été faits, mais il faut s'interroger. Bien sûr qu'il faut continuer à mener ces travaux sur clonage, intelligence artificielle, tout ce là. Les gens me connaissent. Il ne faut pas oublier la question de la citoyenneté du quotidien dans le débat de bioéthique. Donc des sujets comme don d'organes doivent continuer à être portés parce que c'est le quotidien des familles qui y sont confrontées. Les questions de, effectivement, comme j'évoquais, la question de la contention dans les EHPAD ne sera peut-être pas une question de bioéthique, mais il faut évoluer sur la question d'éthique en santé. Voilà. Donc, je pense que derrière cette question, il faut tout mener de front. Il faut tout mener de front. Et effectivement, je prends un exemple qui m'est cher. Moi, j'ai été toujours assez étonné. Je n'ai pas dit que j'étais un des prédicateurs de l'affaire des Saints-Pères sur le don du corps à la science, mais Jean-François le sait, on a discuté. J'ai été longtemps étonné, d'accord, de cette problématique et qu'elle n'intègre pas le champ du débat des lois de bioéthique. Elle l'a heureusement intégré parce qu'il y a eu scandale. Voilà. Et puis, tu évoquais l'ICSI. Alors, l'ICSI, moi, c'est la première publication de mon équipe de recherche dans le Lancet, où effectivement, c'est étonnant. C'est étonnant de voir qu'un sujet d'importance pour la population. Il y a beaucoup d'enfants nés d'ICSI. À Gomé, je ne suis pas là pour terroriser les populations, mais la question de l'incertitude. Marc Fellouz, qui était grand généticien, nous disait, mais dans l'ICSI, est-ce qu'on ne transmet pas l'infertilité masculine de génération en génération? Et est-ce que, c'est un peu technique, excusez-moi, mais on fait rentrer de l'ADN mitochondrial dans l'ovocyte. Et le rôle de l'ADN mitochondrial, on se dit, oula, qu'est-ce que ça va donner dans les générations futures? Est-ce que ça ne va pas impacter sur la cancérogénèse, par exemple? Alors j'espère que tous les enfants des DICSI n'auront pas de problème. Mais cette question d'un domaine majeur, quand même, de l'AMP, effectivement, a échappé. Tu l'as dit, je partage complètement. Et quand on avait interrogé à l'époque les comités de protection des personnes pour leur demander est-ce que c'est de votre ressort de structurer cette société, ils disaient non, c'est pas de notre ressort parce que c'est pas de la recherche sur la personne, puisqu'il n'y a pas vraiment de personne. La maman est certes là, mais l'enfant est pas là. Voilà, pour dire qu'il y a des champs d'innovation en continuant à creuser. Mais je reviendrai quand même à ce qui a été dit. Et c'est mon côté médico-centré, je m'en excuse, c'est que la régulation, très souvent, elle vient du terrain, d'accord, et d'acteurs qui réfléchissent et qui, en plus, ensuite proposent aux législateurs de mettre ça en musique. Et ça, je trouve quand même que c'est riche. On a toujours l'impression, aujourd'hui, que tout viendrait du haut. Ben non, je pense que le mouvement de bioéthique, quand même, il a cette force
y compris venant du monde américain, de venir de la société quand même, qui pose des questions collectives et qui établissait des règles. Et je dirais, il y a un dernier volet, parce que vous me connaissez, moi je suis très attaché à l'idée que c'est quelque chose en mouvement permanent. Et que ce qui nous manque, on parlera peut-être de la méthode en France, ce qui nous manque un peu, même s'il y a d'excellents travaux qui sont faits, c'est quand même les évaluations d'impact. Voilà. Les évaluations d'impact, on décide, une nouvelle loi sur la PMA, quel impact va-t-elle avoir de manière très soft ? On a l'impression que quand on dit ça va avoir un impact négatif sur le recrutement des donneurs, que d'avoir modifié les contextes du don, d'ouvrir aux couples de femmes, ce n'est pas la question d'être pour ou contre. La question, c'est on sait que ça aura un impact sur le recrutement des donneurs. Comment on va mesurer, comment évaluer ça ? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a aussi des sujets qu'il faut continuer à porter. Je vais mettre les pieds un peu dans le plat. Le concept de gratuité, qui est un concept majeur, important. À partir du moment où il montrerait qu'il n'est plus opérationnel parce qu'une société change, qu'est-ce qu'on ferait demain ? Donc je crois que cette dimension très prospective qui consiste en permanence à remettre des nouvelles questions en débat, pour moi, fait partie du mouvement bioéthique, si on pouvait tenter de donner une définition. Merci, ça nous ouvre pas mal de perspectives, là, ce que tu viens d'évoquer. Et comme vous avez tous les deux parlé de l'ICSI, alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste, mais au plan éthique, me semble-t-il, vous êtes en train d'expliquer, sans vraiment le dire, que l'éthique de l'innovation, ça ne peut pas être une éthique de la validation. Ça doit être une éthique de l'évaluation. C'est vraiment ce que tu nous transmets, là. Merci Grégoire de nous le rappeler. Et justement par rapport à peut-être ce vertige qu'on peut avoir parfois devant des progrès, des ruptures, des sauts technologiques. Jean-François Delfraissy nous rappelle à chaque rencontre qu'on a entre la CNRR, la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique régionaux, et l'instance qu'il préside, l'importance des progrès scientifiques qui viennent un petit peu tout bouleverser, à la fois dans nos pratiques, mais aussi finalement les répercussions que ça a dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Donc j'en viens finalement à cette temporalité de la révision des lois de bioéthique. Comment vous voyez ça d'un point de vue, j'ai envie de dire, la juridique ? Je vais vous poser plutôt les questions aux juristes. Parce que c'est vrai qu'une loi, enfin, j'assistais l'autre jour, il y avait une conférence au Conseil d'État sur l'ingénierie normative qui était vraiment passionnante. Je vous invite à réécouter cette conférence, et ils évoquaient la qualité de la norme. Et cette loi d'août de 1987 sur le prix unique du livre que le monde entier nous envie, bon, là, on est amené manifestement à regarder comment les normes juridiques peuvent se marier avec les pratiques médicales. Et donc, on est à la fois obligé de réviser, et à la fois, on se dit, oui, mais est-ce qu'on ne perd pas en qualité de la norme dans la production de la loi si on se dit, en fait, on va faire cette loi, mais allez, je dis n'importe quoi parce que je caricature, dans 3 ans ça va changer. Bon, voilà. J'aimerais avoir votre point de vue, vous qui êtes légiste. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit la qualité de la norme, mais c'est plutôt l'autorité de la loi. C'est-à-dire que sur des sujets un peu compliqués comme cela, le législateur se sent parfois pas toujours légitime à mettre des freins au progrès scientifique. Et donc, c'est intéressant d'avoir des lois où, à l'intérieur de laquelle on termine par une disposition qui dit qu'il faudra se poser la question de la légitimité de cette règle dans 5 ans. Exemple. Alors, pourquoi le délai de 5 ans ? Eh bien, c'est parce que dans la loi Veil, quand la loi avait été prise et avait soulevé tellement de débats à l'Assemblée nationale, eh bien, on avait dit il faudra y revenir dans 5 ans. C'est la première fois qu'on a introduit dans la loi cette obligation d'y revenir dans 5 ans. Il y a eu une loi en 1979 qui est passée complètement inaperçue et finalement qui a placé cette législation sur l'interruption volontaire de grossesse dans l'éternité finalement de notre législation française. Quand on y est revenu en 1994, on a dit il faudra y revenir dans 5 ans. Et on enseigne souvent à nos étudiants de première année, quand on écrit ça dans la loi, qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans ? La loi elle continue de produire ses effets. C'est juste le législateur qui fait un nœud à son mouchoir et qui dit il ne faut pas oublier d'y revenir dans 5 ans. Mais la loi continue de produire ses effets. Ce n'est pas ce qu'on appelle en législation une loi temporaire qui ne produit ses effets qu'un certain nombre d'années, qui est à terme et qui devient caduque passé ce terme. Et donc, jamais le législateur n'a respecté lui-même le délai qu'il s'était mis. En 1994, il n'a pas respecté le délai de 5 ans. Il a fallu revenir en 2004. En 2004, il n'a pas respecté le délai de 5 ans. Voilà.
2011, on a mis 7 ans. Alors là, on a dit, bah non, on va se donner 7 ans et pas 5 ans. Mais c'était 2021. Alors je ne suis même pas sûr que dans la loi de 2021, il y a une disposition sur le délai. Peut-être 7 ans. Voilà, on a gardé ça. Alors à chaque fois, le Conseil d'État nous dit que c'est complètement inutile. C'est complètement inutile et on continue de le faire. Et je pense qu'en le faisant, voilà, c'est aussi une marque d'humilité aussi de ceux qui ne sont pas scientifiques, devant aussi ce que Jean-René Binet appelle quand même... voilà, on a toujours l'impression de penser que les scientifiques vont tout changer tout le temps et que les progrès scientifiques vont changer fondamentalement notre vie. Non, enfin voilà, en tout cas, je trouve qu'on surestime beaucoup aussi les progrès de la science, même si on a la chance de vivre quand même une période de l'histoire de notre civilisation où on a eu l'allongement de la durée de la vie humaine. Alors Régis Aubry nous dit toujours qu'il y a derrière l'allongement de la durée de la vie humaine, l'allongement aussi de ces vies qui sont un peu différentes parce qu'on est un peu diminué. Alors sur la question de la norme et la question de la révision, je trouve que quand même c'est très important. C'est très important aussi d'y réviser tout le temps parce qu'au bout d'un moment, si on n'est pas juriste et qu'on ne connaît pas très bien cela, eh bien on ne se rend plus compte que le cadre juridique est tout le temps en train de changer. Juste un exemple avec 5 dates. Pour revenir à cette période des PMA, lorsqu'on avait l'insémination artificielle qui était faite dans un cadre associatif, on n'en voulait pas à l'hôpital. Puis après, c'est devenu un service de l'hôpital. Quand on a pensé cela, il y avait un modèle de concevoir un enfant avec les gamètes d'une tierce personne. Et donc on disait qu'il fallait que ça soit un don de couple à couple, avec l'anonymat, c'est-à-dire que finalement il y avait 2 actes juridiques. Il y avait le prélèvement de gamètes qui passait par un agent médical, et puis ensuite il y avait le don de l'agent médical vers le couple de parents. Et pour reprendre cette formule d'un collègue sur le don du sang, on ne dit plus que le sang coule du bras du donneur au bras du receveur. Non, il y a 2 actes juridiques qui sont séparés pour bien montrer que l'anonymat coupe les choses en droit. Il y a 2 actes juridiques distincts. Mais c'était de couple à couple. On prend la loi de 94 et on va mettre cette condition du couple. Donc quand on est le conjoint du donneur ou le concubin du donneur, et c'est là que la notion de couple est apparue dans la loi de 94, la modernité est venue dans la loi de bioéthique alors qu'on était plutôt dans le mariage. Le pacte, c'est le concubinage dans le Code civil, c'est 99, c'est pas 94. Donc déjà couple à couple. 10 ans plus tard, en 2004, qu'est-ce qu'on fait? On permet à une personne qui a vécu en couple de faire don de ses gamètes seule, du moment qu'elle a procréé. 2011, on va supprimer la condition d'avoir procréé. Voilà, on supprime Donc on voit que l'idéal du début, et on change les règles à chaque fois, et c'est quand même quelque chose, parce que vous avez toutes sortes de personnes qui vont, voilà, des femmes qui ont des problèmes de carrière, donc on va congeler ces ovocytes quand on a 22, 23 ans, et puis on fera un enfant plus tard. Et d'accord, mais si on n'y arrive pas, voilà, et si on n'a pas procréé, on peut penser qu'on a déjà un enfant qui est là dans l'azote liquide. Mais non, c'est que des ovocytes. Donc les parents ne sont pas des gamètes. Nous, on le dit en droit civil, mais on n'est pas toujours cru par nos étudiants. Mais quand on dit au CCNE, on a écrit les parents ne sont pas des gamètes, ou les donneurs de gamètes ne sont pas des parents, pardon, ah ben là, les étudiants disent ah ben oui, c'est le CCNE. Voilà, un professeur de droit, non, c'est pas une autorité, mais le CCNE a dit, alors oui, alors c'est important. Et la Cour de cassation ne l'a jamais écrit aussi clairement que cela. Hein, les donneurs de gamètes ne sont pas des parents. Mais voilà, c'est des formules, on sent que quand même, oui, on joue un peu parfois à l'apprenti sorcier en faisant cela. En 2021, les choses ont un peu changé. Mais vous voyez, c'est très difficile de demander, il y a peu de gens qui connaissent bien exactement comment le cadre juridique a évolué, révision après révision, et on a oublié l'idéal du début. Alors juste pour terminer, cette formule de Gérard Cornu, qui était dans un colloque à l'université de Rennes, voilà, le grand colloque pour accueillir les lois de 94, et Gérard Cornu, voilà, qui avait beaucoup enseigné l'introduction au droit, disait que les lois de bioéthique nous montrent que la bioéthique, l'éthique du vivant, l'éthique de la biomédecine, c'est un laboratoire de la norme. C'est un laboratoire de la norme. Donc on apprend à construire une règle autrement, c'est un laboratoire de la norme. Mais voilà, là il y a l'ambiguïté quand même de l'éthique.
c'est qu'il y a deux éthiques. Pour l'instant, en tout cas dans mon discours, je vous parle d'éthique, l'éthique vers le haut, l'éthique vers les principes, l'éthique qui va dans la loi. Et c'est cette éthique-là à laquelle apporte beaucoup le CCNE. Mais il y a aussi l'éthique pratique, l'éthique clinique, l'éthique du quotidien, c'est qui nous rassemble quasiment toutes les semaines quand on a des difficultés. Et là, on va rechercher la solution la plus favorable à l'esprit compte tenu des difficultés et du vivant. Et ce n'est pas la même chose que l'éthique pratique, où on est dans une logique individualiste, que l'éthique qui remonte à la loi. Ce n'est pas la même chose, et je trouve que par rapport à nos formations universitaires originelles, ce n'est pas la même chose. Pour un juriste, faire de l'éthique, c'est aussi accepter qu'on va trouver une solution sans forcément passer par les textes, en mettant dans la délibération d'autres valeurs, d'autres données, d'autres enjeux. Alors que pour les médecins, je trouve, pour les philosophes, quand je les écoute parler dans un cadre juridique éthique, c'est l'apprentissage du droit. Voilà. Donc finalement, on fait un pas vers vous et les non-juristes font un pas vers nous. Et voilà, on se rend compte et on conçoit les choses ensemble. Mais ce n'est pas la même chose que de trouver une solution au cas par cas, que d'arriver à concevoir une règle générale abstraite, hypothétique. Voilà, ça c'est autre chose. Si je peux rebondir. Merci, monsieur le professeur, pour ce premier mot. Mais si je peux compléter un petit peu, effectivement, les lois de bioéthique, elles sont extrêmement particulières pour les juristes, puisqu'on en vient à lier ce qu'on apprend aux études de première année, à dissocier le droit et la morale, le droit et l'éthique, qui normalement sont deux ordres normatifs distincts. On a d'un côté effectivement les textes, de l'autre la façon d'être qui ressortirait plus de la philosophie, des mœurs. Et donc, effectivement, ces lois de bioéthique, elles sont extrêmement singulières, extrêmement particulières. Et ça explique aussi leur ancrage dans la société, leur ancrage dans les pratiques et dans les possibilités scientifiques, qu'on revienne dessus régulièrement, effectivement. On dit toujours que le droit, il a un petit peu de retard sur les techniques scientifiques, sur la science et sur les techniques possibles. Bon, voilà, il y a des dates qui sont avancées. Certains disent que le droit, il a 30 ans de retard. Bon, les lois de bioéthique, elles tentent en tout cas de combler ce retard, et en les remettant sur le métier, en remettant sur le métier les applications pratiques, en tout cas les grands principes pour l'instant on n'y touche pas, on court un petit peu après ce retard. Alors c'est critiqué et critiquable, pour certains on estime que le droit il marche à marche forcée en suivant les possibilités techniques, en autorisant plus qu'en ne régulant les pratiques. J'ai plusieurs exemples de doctrines qui me viennent en tête pour critiquer l'évolution de cette loi. Mais c'est aussi nécessaire, grâce aux nouvelles technologies, aux nouveaux moyens qui sont donnés à l'homme de maîtriser la vie, et notamment la vie humaine, puisque les lois de bioéthique sont quand même centrées sur la vie humaine plutôt que sur les connaissances biologiques globales. Tout ce qui est recherche sur l'animal est mis de côté, alors que pour autant c'est de la biologie. Le droit court après ça, le droit essaye de réguler au fur et à mesure, et ça a un intérêt effectivement que de remettre les lois sur le métier à cet égard-là, effectivement. Juste avant de poser une question à Grégoire, parce que j'avais prévu de lui demander ce que lui, en tant que médecin professionnel de santé et professeur de médecine, pense de cette nécessité de la révision des lois de bioéthique. Alors, moi, j'entends révision aussi dans le sens de reprise découvrante. On reprend un texte, mais on a découvert entre deux un certain nombre de choses. Le cadre légal nous dit ça, on peut faire. Le travail culturel qu'on anime avec les espaces éthiques, et qui aussi qui féconde aussi la réflexion éthique et nos débats, c'est peut-être ce qu'on pourrait faire. Là, on sait ce qu'on peut faire, et le travail culturel, il vient nous dire ce qu'on pourrait faire. Et je trouve que c'est intéressant que le dialogue entre l'éthique et le droit nous aide à faire ce travail culturel, plutôt que de dire non, c'est la norme éthique qui doit trancher ou c'est la norme juridique qui doit avoir le dernier mot. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de permettre à ces deux sources-là de nous aider dans ce travail culturel, de passer du « je peux faire ça », parce que la loi m'autorise, à « je pourrais faire ». Et ça, je pense que le Comité consultatif national d'éthique a eu vraiment un rôle important au plan doctrinal pour nous dire voilà ce qu'on pourrait faire en restant éthique et peut-être en prévoyant une adaptation législative.
Grégoire, comment tu vois, toi, cette, je dirais pas obligation, parce qu'on ne le vit pas comme ça, mais cette importante mission qui nous est confiée de relancer le débat à intervalles réguliers, à la fois pour rafraîchir la mémoire de nos concitoyens, mais peut-être aussi pour montrer à quel point les professionnels de santé sont là aussi pour recueillir l'opinion citoyenne. Comment tu te positionnes là-dessus ? Au-delà de l'opinion citoyenne, Gilles l'a dit, je pense qu'il y a une forme de définition de l'éthique en tant que telle quand on dit que ça va être révisé tous les 5 ans. Ou 7 ans en fonction de l'évolution des textes. Moi, quand j'entends 7 ans, je ne suis pas totalement rassuré. Ça veut dire que forcément, on risque un peu d'oublier. Mais qu'il y ait une temporalité, c'est rassurant parce que tous ceux qui, dans cette salle, ont travaillé à l'élaboration de la norme savent que c'est complexe et que, quelque part, il faut avoir l'humilité de dire qu'on peut se tromper. Il y a aussi ça. Il n'y a pas que l'évolution de la science qui pose des questions. C'est une norme, on la pose à un moment donné en regard d'un état de fait qui fait que le CCN a auditionné des gens, tous respectables, plus en fait, qui ont des incertitudes. Alors, je vais vous donner quand même un exemple. Quand Ingrid, ici présente dans la salle, fait sa thèse il y a quelques années sur les collections d'échantillons biologiques et qu'on dit qu'il faut réguler les biotech et qu'on applique le principe de faudrait informer régulièrement, d'accord, des gens qui donnent leurs éléments du corps humain pour savoir comment on en fait usage. Et qu'en retour de pratique, on a des structurations de recherche hospitalière qui vous disent j'ai une biotech, mais il y a 25 000 ou 30 000 personnes qui ont donné, et comment on va faire pour les informer en continu ? Et le principe de l'information en continu, qui est un beau principe, va tomber parce que la réalité pratique fait qu'on ne peut pas le faire, qu'on ne sait pas le faire. Et puis les gens changent d'adresse. Donc on va peut-être, au vu de ce regard, qu'on n'avait pas forcément anticipé, se dire finalement peut-être que quand on donne à un centre de ressources biologiques, on dit aux gens qu'il n'y aura pas de retour forcément d'informations en continu sur cela. Donc on va changer, non pas parce qu'on a été mauvais, mais parce que on n'avait pas pris le côté très pratique en considération. Si vous prenez un autre élément, moi qui m'intéresse énormément, de la question de mon domaine du post-mortem. Dire qu'avant de faire un test génétique, il faut le consentement de la personne pour faire le test génétique me paraissait un impératif de la loi merveilleux. Et puis, étant légiste, je suis sur la table d'autopsie quasiment tous les mois, une mort subite d'un jeune homme de 35 ans, pour le dire, il y a une cardiopathie probablement d'origine familiale, et si on ne fait pas le prélèvement génétique sur cette personne en post-mortem, on ne pourra pas donner l'information au reste de sa famille. Donc on retourne vers les instances, et on leur dit, voilà, ce volet-là va-t-il nécessiter une exception, puisqu'on parlait d'exception, du droit en disant, on pourra dans cette situation prélever sans le consentement. C'est pas que les acteurs avaient été mauvais, c'est qu'on n'avait pas pensé à transmettre cette information-là. Donc quand je dis que la révision, c'est un acte de confiance de l'acte démocratique, c'est que c'est en perpétuel mouvement, c'est une grande forme d'humilité, et je pense que, pour répondre à la question, ça donne confiance entre les rapports entre les professionnels de santé et le droit, parce qu'on ne va pas se mentir, les médecins qui en enseignent, quand on leur parle de la norme, mais ça fait peur, d'accord ? Et si on dit la norme, vous devez la respecter, ok, c'est le but de l'enseignement, d'accord. Et après, au Conseil de l'ordre, on dit aussi la norme, il faut la respecter. Mais si on leur dit cette norme, si vous nous montrez que par moment, elle est inadaptée à la réalité des pratiques, le législateur va avoir la sagesse de s'en réemparer, ça crée un discours très constructif. Voilà. Juste un mot pour dire que la norme, ça fait peur, oui, parce que dès 1994, dans la loi 94-653, celle qui a introduit des textes dans le Code civil, il y a des textes dans le Code pénal. Et arrive le droit pénal de la bioéthique. On a un collègue, Mistreta, qui est vraiment très fort sur tout le droit pénal de la bioéthique, qui nous montre aussi qu'on a une loi pénale qui est incroyablement sévère, à la hauteur, finalement, des fantasmes qu'il y a sur ces questions-là. Alors, moi, je trouve que c'est très intéressant de revenir sur cet article 16-11 du Code civil que tu évoquais tout à l'heure, Grégoire, qui est apparu en 2004. Voilà. Vous vous souvenez tous d'Yves Montand. Voilà. Yves Montand avait refusé de son vivant à 3 reprises de se soumettre à un examen comparé des sangs. Voilà. Et il avait peut-être eu, je ne sais pas, une aventure ou pas avec la maman d'Aurore Drossard, mais la pauvre Aurore Drossard a été élevée pendant toute son enfance, où son papa, c'était Yves Montand. Et quand elle est majeure, c'était l'époque de l'action en recherche de paternité avec le délai de 2 ans à Éclipse,
Et donc, quand elle est majeure, elle retrouve une fenêtre d'action et elle engage l'action en charge de paternité, sauf que Yves Montand est décédé, et donc elle va obtenir de la Cour d'appel de Paris, le 6 novembre 1997, l'exhumation du corps d'Yves Montand pour procéder à un examen génétique posthume. Alors, ça avait fait le 20h, le 6 novembre 1997. Voilà. Alors, c'est Jean Hauser qui raconte ça très bien, puisqu'il avait été auditionné par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, quand il avait été auditionné, les sénateurs et les députés qu'il avait auditionnés tour à tour avaient complètement oublié la fin de l'histoire. Yves Montand n'est pas le papa d'Aurore Drossard. Mais il avait complètement oublié. Mais les parlementaires, je ne sais pas quelle vie de patachon ils ont à Paris, mais on dit il faut qu'on mette dans la loi bioéthique un texte qui interdise cela. Et alors là, on a un interdit qui est trop fort, puisqu'il est écrit « sauf accord express ». Il n'y aura pas d'expertise génétique post-mortem. Sauf accord express. Qui, de son vivant, se dit connaît-on quelqu'un autour de nous qui nous dit de son vivant « Ah tiens, il faut que je pense à écrire dans mon testament, ne pas oublier de faire une expertise génétique post-mortem. Je vous donne l'autorisation. » Personne. Et donc, à différentes reprises, le Conseil constitutionnel l'a pas fait avec assez de courage. Mais en tout cas, le Conseil d'État avec beaucoup plus de courage. Ce qui nous pend au nez, c'est une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est l'affaire Yogi, c'était, je crois, 2011, 6 juillet. Et donc, il faut qu'il y ait la balance des intérêts. Quand la personne n'a pas dit non, il devrait être possible de faire cette expertise génétique posthume. Voilà, le doute doit profiter à celui qui doit rechercher ses origines. Bon ben voilà, donc on dit plusieurs fois, il faut changer. C'est sauf refus express. Pas sauf accord, sauf refus express. Il n'y a pas d'expertise génétique post-mortem. Voilà. Et donc là, on voit bien, on a cette règle qui est posée en 2004, qui n'a pas été réinterrogée en 2011, qui n'a pas été réinterrogée en 2021, mais qui pourrait, dans un contrôle de proportionnalité, tout à fait réapparaître parce que la Cour de cassation transmettrait une QPC au Conseil constitutionnel. Je pense que véritablement... Alors après, vous allez me dire, le Conseil a déjà statué, c'est pas un sujet inédit, c'est vrai, belle objection. Mais on aura quand même notre condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça, c'est quand même assez intéressant que... Parfois, on a de la jurisprudence qui est consacrée. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'arrêt du 31 mai 91 sur les PMA. Parfois, on a de la jurisprudence qui est brisée. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris. On ne veut plus de cette solution. Et puis, parfois, on a de la jurisprudence qui est ignorée. Donc, ce rapport aussi à l'égard du juge nous interroge. Voilà. Et je trouve ça un peu dommage. Regardez cette question, puisque tu parlais de procréation posthume, concevoir un enfant avec le sperme d'un mort. Voilà. Eh bien, ça a été admis par le Conseil d'État le 31 mai 2016, dans des conditions extrêmement particulières, puisque c'était une Espagnole qui est retournée en Espagne quand son mari est mort parce qu'elle ne parlait pas français et que toute sa famille est en Espagne, et elle veut repartir avec les gamètes de son mari. Ça a été admis par le Conseil d'État en 2016, dans la loi de 2021, pas un mot. Dans la loi de 2021, pas un mot. Pourquoi n'a-t-on pas consacré cette possibilité avec, voilà, de manière vraiment liée à la bioéthique, eh bien, quand les conditions sont réunies. Et je trouve, on parlera plus tard on en du parlera vocabulaire. en début d'après-midi sur la table ronde sur la PMA notamment. Je pense qu'on peut peut-être voilà, laisser de la place maintenant pour les questions avec la salle. Vous savez que depuis la loi de 2 août 2021, le comité consultatif national d'éthique anime avec les espaces de réflexion éthique régionaux les débats en territoire. Donc c'est important aussi que vous puissiez interpeller nos intervenants, leur poser les bonnes questions, parce je trouvais que c'est très très riche effectivement de ramener à la fois les principes fondateurs, la méthode, et puis les domaines qui sont des domaines parfois hyper spécialisés, là, comme l'ICSI, et qui sont aussi parfois des domaines qui touchent essentiellement à la vie et la mort, donc vraiment ce qui nous importe le plus en termes citoyens. Alors je ne vois pas trop dans l'obscurité qui lève le bras, mais éventuellement si quelqu'un pour rallumer la lumière de la s'il salle vous pour plaît. les questions, ça serait bien. Ah voilà. Il y a Jean-François. Merci Jean-François. Bonjour, Jean-François Elfrécy. Merci beaucoup, c'était passionnant cette table ronde. Juste peut-être pour éclairer, pour ne pas rester uniquement dans le monde français, que la salle ait conscience qu'on a un modèle assez particulier en France.
par rapport aux autres grandes démocraties européennes ou même aux États-Unis, bien sûr, ou même aux démocraties du monde asiatique comme le Japon. C'est-à-dire qu'on a une loi, avec toute la discussion très remarquable que vous avez faite. Et je dois dire que quand je suis arrivé comme président du CCNE, j'étais plutôt contre, en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc d'une loi tous les 7 ans, alors que la science, en particulier en médecine, où il y a un doublement des connaissances tous les 3 ans, 4 ans, enfin bon, est-ce qu'on ne prend pas à chaque fois du retard? Et j'ai changé d'avis. C'est le propre d'ailleurs de la réflexion éthique, de savoir changer d'avis en écoutant les autres. J'ai changé d'avis parce que pour plusieurs points. Le premier, c'est que nous sommes en train de devenir un pays qui n'est pas scientifique. La science n'est pas au cœur du débat français, elle n'est pas dans le cœur et dans l'esprit des politiques. Et donc de les mettre tous les 5 ans, 7 ans, d'avoir un temps de réflexion autour de la réflexion, d'une réflexion scientifique, est un élément, enfin en biologie santé en tout cas, est un élément important, qui prenne le temps de souffler un peu et de regarder. La deuxième raison, c'est que les grandes questions éthiques sont maintenant des questions transversales. C'est-à-dire ce n'est pas seulement, comme le font par exemple les Anglais, les Allemands ou les Japonais, d'avoir une loi qui va porter, mettons, sur la nouvelle génomique ou sur tel aspect du numérique et santé. Mais on voit bien que là où c'est le plus difficile, c'est quand on met banque de données, nouvelles technologies de procréation, numérique, et que c'est dans ces grandes questions de grande transversalité que se situent les questions les plus complexes. La troisième raison, on en parlera je pense tout à l'heure et je vais passer rapidement là-dessus, c'est que quand même c'est un temps de démocratie en santé. C'est un temps d'écoute plus ou moins réussi, on va encore mieux le réussir pour la suite, j'en doute pas, avec les horaires, mais c'est un temps d'écoute à la fois un peu des citoyens, de la communauté médicale et scientifique aussi, c'est important. Et en vous écoutant, je me disais que vraiment pour la prochaine révision de loi de bioéthique, il faut qu'on écoute encore plus les juristes aussi, en tant qu'experts dans une certaine mesure. Et on ne l'avait peut-être pas suffisamment fait lors de la révision de la loi de bioéthique de 2018. Donc ces 3 raisons me font dire que c'est un temps quand même très particulier. Et alors l'autre point, c'est qu'après la révision de la loi de bioéthique de 2018, moi j'ai couru un peu l'ensemble des pays européens, voire aller beaucoup plus loin à l'étranger, pour porter ce message de ce qu'était, comment se faisait la construction finalement en France. Et je vois qu'ils sont en train, il y a des évolutions. Le Japon, par exemple, avec à la fois une vieille démocratie, avec aussi des enjeux de vieillissement qui sont encore plus majeurs que les nôtres, mais qui nous précèdent probablement, va aller vers quelque chose qui va aller vers une loi et changer une loi avec une révision tous les 5 ou 6 ans, et sinon en prenant le modèle français, en tout cas en s'appuyant sur le modèle français. Singapour, qui est un pays complètement différent, enfin, on est dans un autre monde, et en train de s'interroger aussi s'il passe à ce type de réflexion. Donc il y a, je dis ça parce qu'en France on dit toujours, bon, bof, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on fait les choses bien. On fait les choses bien, elles peuvent toujours être améliorées, mais en tout cas, dans la construction telle qu'elle est des lois de bioéthique, il y a des moments importants qu'il ne faut pas rater. Et enfin, le dernier point, c'est n'oubliez jamais que nous sommes dans une démocratie, que cette démocratie est fragile, qu'elle peut être fragile dans les années qui viennent, et que donc il est essentiel que ces temps de participation démocratique soient conservés. Il y a d'autres interventions, questions là. Oui. Il y a un micro qui arrive sur votre droite. Je rebondis sur la N'oubliez notion... pas de vous présenter, s'il vous plaît. Charmini Varataraja, je suis chirurgienne digestif en centre de lutte de cancer à Baclès, à Caen. Merci. Pour rebondir sur la notion de démocratie, puisque on est... Enfin, je profite de la transversalité du moment. Comment vous avez pris la dissolution qui a empêché la dernière loi? C'est une question difficile. Mais Dernière loi parle sur la fin de vie, vous parlez? Oui, voilà, notamment.
du fait qu'on avait eu l'apparence de temps de réflexion, mais pas tant que ça d'écoute entre les participants du cadre, par exemple les soins palliatifs qui semblaient pas avoir été entendus, etc. Sur cette notion de temps de réflexion et de temps d'écoute, comment vous avez vécu finalement ce débat-là, qu'on va recommencer probablement? Peut-être qu'il y a d'autres gens qui pourraient répondre dans la salle, mais pour avoir quand même participé au moins dans les territoires et un peu au plan national au débat, je veux dire ce que je pense, comme ça. C'est-à-dire que le temps ne sera jamais suffisant pour les gens qui ne sont pas satisfaits. Voilà. Et que l'argument de « on n'a pas assez débattu » est souvent posé sur la table parce que les débats sont complexes et qu'à la fin des débats bioéthiques, il y a des insatisfactions. J'ai reçu des mails assez vindicatifs, et d'autres dans la salle aussi, quand on faisait les états généraux de la bioéthique, en disant « Ah, mais à l'issue du... Vous avez fait un débat public, d'accord ? Et à l'issue du vote du texte, c'est contraire à mon opinion. Donc, on n'a pas assez débattu. » Alors, j'ai renvoyé les gens vers Habermas, l'éthique de la discussion, mais qui renvoie aussi à une conclusion, qui est une conclusion, c'est qu'on vit en démocratie. Jean-François l'a dit, qu'en démocratie, on va finir par accepter le fait majoritaire. D'accord ? C'est mon premier point de réflexion. Donc, bien sûr, il faut continuer à réfléchir, mais quand même avoir cette idée en filigrane du débat public que ce qui appelle souvent à la continuité de la réflexion, c'est que, globalement, ils sont contre. Voilà, je me permets de le dire. La décision, voilà, finalement. Une fois qu'on a dit ça, mais ça n'engage que moi, il y a beaucoup plus de compétences dans la salle, je ne pense pas que ce débat soit fini. D'accord ? C'est la décision, d'accord ? Et c'est le débat qu'on a. Imaginons même qu'il y ait un texte de loi qui soit voté. D'accord ? Je pense que ce texte, par définition, il faut se le dire, sera imparfait. Je parle sous couvert des éminents juristes de cette salle. Comme une décision médicale, d'ailleurs, serait, ça va plutôt vous rassurer, mais des fois incertaine. D'accord ? La médecine n'a pas que des certitudes. Et donc, ça rejoint notre discussion de tout à l'heure. Il faut admettre qu'il y a un texte et que ce texte mérite d'être mis en débat. Voilà. Donc, c'est jamais clos. Heureusement que ces questions d'une éminente complexité ne sont jamais closes dans un espace démocratique. Voilà ce que je répondrai à votre question. Oui, juste un mot pour une expérience, puisqu'il y avait un très grand colloque d'une société savante au PFRS, à la faculté de médecine de Caen, et j'ai vu beaucoup de psychiatres qui étaient traumatisés par les travaux. Ils disaient la loi d'Islam maintenant, la loi d'Islam maintenant. Et il a fallu que je leur dise, mais non. Même si l'Assemblée nationale avait pu voter le texte en première lecture jusqu'au bout, ce n'est pas encore la loi. Donc en fait, c'est ici aussi... C'est regrettable que dans les petites classes, on ne prenne pas assez de temps pour comprendre comment la règle de droit, elle naît. Quand aux 20h, on ne regarde plus le 20h, mais bon. Mais quand aux 20h, on annonçait que l'Assemblée nationale a voté le texte et ça y est, la loi est là, non. Il y aura une discussion. Après, on peut regretter que le gouvernement vote trop souvent l'urgence des textes, parce que du coup, on se prive d'une deuxième discussion. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'à la fin du vote de l'Assemblée nationale et du Sénat, les deux chambres ne sont pas d'accord. Donc, il y a une commission mixte paritaire. Et donc, il va y avoir un nouveau débat. C'est un peu dommage de ne pas prendre le temps, parfois, de 2 ou 3 discussions sur de grandes lois, qui sont parfois peut-être pas de grandes lois, mais si on prend la loi Bien vieillir, la loi du 8 avril 2024, cette loi-là, j'ai passé beaucoup de temps cet été à la lire complètement, et bien cette loi-là, elle a changé plusieurs fois de visage entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà. Il y a des textes qu'on attend beaucoup avec Anne Caron-Déglise, des petites lacunes que cette loi aurait pu donner, et puis le Sénat nous dit non, il faut une réflexion d'ensemble sur la protection juridique des majeurs. On ne peut pas, par une loi voisine, combler quelques lacunes. Bon, il y a dans le débat législatif de bonnes choses, mais il faut prendre du temps. Donc c'est pour moi une chance qu'on n'ait pas accéléré les choses, mais il n'y aurait pas eu de dissolution, ça n'aurait été que la première lecture à l'Assemblée nationale, il y aurait eu ensuite le Sénat. Il faut vraiment prendre le temps. Il y a aussi le CCNE qui maintenant se saisit lui-même, qui apporte aussi au débat. Voilà, alors il y a la peur, mais il faut... Et puis quand le texte est là, il faut se l'approprier. Voilà, il faut se l'approprier, il faut compter sur les praticiens pour en faire dans une application qui soit sereine. Voilà, donc je trouve que le rapport à la loi est très important et n'est pas toujours serein, n'est pas toujours très sain.
Parce que voilà, peut-être aussi qu'en France, on aime bien mettre un nom derrière une loi, et on oublie que la loi, c'est une fabrication collective, c'est l'expression de la volonté générale d'un pays. La loi, ce n'est pas l'œuvre d'un homme seul. Peut-être nous, dans nos débats, enfin dans nos cours, on met parfois le nom d'un professeur derrière ou le nom d'un homme politique derrière, la loi Veil ou la loi Carbonnier. Peut-être qu'on est responsable de cela, mais on essaye d'aider nos étudiants aussi à retenir des lois. J'arrive à retenir des dates, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à retenir des dates, donc on leur donne de mettre des noms. Mais voilà, il ne faut pas oublier toujours que la loi, c'est l'expression de la volonté générale. Il y a le temps, et comme tu dis très bien, Grégoire, parfois le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est hostile, on est hostile. Mais une fois qu'il y a le texte, il faut encore se l'approprier. Et c'est là que les juristes ont cette humilité de dire, d'abord, tous les textes ne sont pas connus. Ensuite, tous les textes ne sont pas appliqués conformément à ce qu'a voulu son auteur. Et c'est là que dans les facultés de droit, on apprend aux étudiants à dissocier l'argument psychologique de l'argument téléologique. L'argument psychologique, c'est on a la règle parce que l'auteur a voulu ça. L'argument théologique, on a la règle et voyez ce qu'on peut en faire au regard de la cohérence des autres textes qui sont autour. Et les lois, Portalis nous l'avait dit, finalement, les lois n'appartiennent pas à leur auteur, ils appartiennent au peuple qui y adhère ou n'y adhère pas. J'ai une petite remarque politique avant de prendre peut-être une autre question. Petite remarque anodine, mais je crois beaucoup au devoir d'exemplarité. Donc si on veut que les citoyens s'écoutent, il faudrait commencer par le fait qu'à l'Assemblée nationale, les députés s'écoutent. Enfin bon, voilà, une petite remarque au passage. Mais comme on vient d'en l'entendre, la démocratie est fragile, donc il faut être très précautionneux avec des débats. Moi qui suis psychiatre, vous savez, j'ai fait une thèse de droit sur la liberté de choix chez les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques. J'avais beaucoup étudié la première loi qui régissait les soins psychiatriques, donc la loi de 1838. Et Dieu que les débats parlementaires à l'Assemblée nationale, à la Chambre des pairs, qui ont duré plus de 3 ans, étaient d'une très grande qualité. Et c'est une loi qui a eu une vie quand même assez incroyable jusqu'en 1990. On rêve de ça, nous psychiatres, pour une vraie grande loi de santé mentale, où on prenne le temps vraiment de débattre avec les citoyens, on prenne le temps de réfléchir, mais vraiment assez loin. Alors là, on est dans la grande cause nationale de santé mentale. Espérons qu'avec l'aide du Comité national d'éthique et un avis à venir sur les questions de santé mentale et neuroscientifique, on puisse vraiment œuvrer à cela. Ingrid, je crois, avait une question. Merci beaucoup. Donc, Ingrid Caille, merci, c'était vraiment passionnant. Et je voulais rebondir sur le point soulevé par le professeur Raoul Cormeille sur la révision auto-prévue par la loi, en fait, régulière. Et je trouve qu'il y a des dispositions à cet égard qu'on a tendance à oublier, mais qui sont peut-être encore même plus importantes que cette disposition concernant la révision régulière, qui est qu'en fait le législateur a ajouté juste en dessous, la présente loi fait l'objet d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de 7 ans à compter de sa promulgation. Ça, c'est la loi de 2021. Et la phrase d'après, c'est « Elle fait l'objet dans un délai de 4 ans ». Ça a été réduit par rapport au délai précédent. De la loi précédente, d'une évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a une disposition qui existe depuis 2011, qui n'a pas changé, qui est la disposition relative aux États généraux de la bioéthique, qui sont organisés par le CCNE en amont de toute révision, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il est prévu, en l'absence de projet de réforme, le comité est tenu d'organiser des états généraux de la bioéthique au moins une fois tous les 5 ans. Donc le législateur a quand même mis des garde-fous institutionnels, en quelque sorte, même si lui-même n'est pas saisi, finalement, eh bien, il y a 2 institutions qui sont chargées d'un travail qui vise à amener à cette révision de la loi. Et on imagine mal, enfin après tout peut arriver, hein, sans doute, mais que voilà, avec en présence du rapport de l'Office parlementaire, l'organisation des États généraux de la bioéthique, d'un avis du CCNE, on voit mal comment on n'aboutirait pas à terme à un projet de loi, une nouvelle loi de bioéthique. Mais là,
c'est assez unique aussi, et finalement, ça marche assez bien. Donc voilà, je voulais souligner ce main dans la main entre les institutions et le créateur du droit qui est le Parlement. Je pense que tout ce que vous avez dit, ça suffit en lui-même. C'est l'article 41, en effet, j'avais oublié parce que voilà, cet article 41 de la loi de 2021 est forcément insignifiant. Je ne suis pas sûr qu'on respecte 2025-2026. Mais en fait, je pense que dans cette méthode collective de fabrication de la loi, ce qu'on ne voit peut-être pas assez, c'est l'inspiration que ça donne au rédacteur du décret. Je reviens sur la loi Bien vieillir qui renvoie, pourtant c'est une proposition de loi, qui renvoie à 49 fois un décret. On se dit, alors je me dis, cet été, un gouvernement démissionnaire peut rédiger des décrets. Hein. Y en a-t-il et y en a-t-il 49 décrets, bon, ça sera peut-être moins, et puis il y aura des textes, des décrets qui vont répondre à plusieurs dispositions, très bien. Mais ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a assez de souffle dans la loi pour aider les auteurs du décret ? J'en suis pas sûr. Dans les lois bioéthiques, je pense pas qu'on ait beaucoup attendu les décrets. Je crois que c'est souvent... Ils sont souvent prêts parce qu'il y a une telle masse de réflexion en amont que ça aide bien les rédacteurs du décret. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. On oublie que la France est une terre de loi. En Chine, on représente la France avec un petit dessin, c'est terre des lois. Voilà. Et on oublie qu'en droit, il n'y a pas que les lois, il y a aussi la jurisprudence. Et puis, il y a les décrets. Et quand on est à Matignon, voilà, on tient l'administration. Et s'il n'y a pas les décrets, eh ben, on ne peut pas exercer sur l'administration cette chaîne de commandement qui fait que les textes sont appliqués. Et donc, on peut dire que dans nos réflexions bioéthiques, on donne matière aux auteurs de décrets à avoir la plume sûre. Juste j'ajouterais, puis il y a Régis Aubry, je crois, qui veut prendre la parole. Donne matière. Que pendant ce temps, ça marche bien le micro. Oui. Pendant ce temps-là, je suis très respectueux des parlementaires et très respectueux du CCN, mais il y a d'autres gens qui travaillent. Les sociétés savantes, la Haute Autorité de Santé, la HAS, voilà. Et en fait, c'est effectivement ça qui est intéressant, et ça, je crois ce que tu dis, c'est qu'il y a un travail colossal qui est mené, qui se croise, et qui fait que, enfin, moi je ne suis pas juriste, je suis que modestement professeur de médecine légale, et je dis avec beaucoup de droit de la santé, mais je le dis avec beaucoup de prudence parce que je suis incompétent par rapport aux vrais juristes de droit de la santé. Mais il n'empêche que le droit de la santé va se nourrir de ces recommandations de bonnes pratiques qui, mine de rien, vont venir comme codicile à la loi. Quand la loi dit dans le respect des bonnes pratiques, dans certains textes, je n'ai pas en mesure. Le respect des bonnes pratiques, il est élaboré par des gens qui sont compétents et qui ont une expertise dans les bonnes pratiques. Et c'est intéressant de voir que tout ça fait chemin ensemble et que quand on arrive à 5 ans ou 7 ans, des fois, il n'y a pas besoin de retoquer une loi qui pourtant semblait pas si simple que ça à lire parce qu'il y a eu un enrichissement par le volet des pratiques professionnelles. Et donc, s'il fait le lit, et c'est important de le dire, et vous savez que j'y suis attaché, quand je dis l'évaluation des pratiques, les espaces éthiques sont des lieux d'évaluation des pratiques, ils doivent être d'évaluation des pratiques, certes, mais aussi de promotion, d'accord, de réflexion et d'idées pour mettre en œuvre les choses sur le terrain. Et ce qui fait le lit, et je m'arrêterai là, mais j'aime bien passer ce message, il existe au niveau universitaire une recherche en éthique. De ce point de vue-là, interdisciplinaire, d'accord, et qui nourrit tout ce qu'on vient de dire. Merci beaucoup pour cet échange intéressant. Gilles Aubry, Comité national d'éthique. Ouais, je l'ai écouté avec une oreille particulière, c'est que je me dis qu'on n'interroge pas le rapport à la norme, mais plutôt le rapport à l'incertitude. Et un des enjeux, aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan politique, c'est précisément de considérer que l'incertitude, elle est vitale dans une démocratie en particulier ou dans une société en général. Et on est là au cœur, quand on parle des lois de bioéthique et de leur révision ou de leur réinterrogation ou de leur réécriture, d'un temps extrêmement important. Ni la loi n'est définitive puisqu'elle évolue, ni nos propres avis, les avis du CCNE. Quand on regarde les avis du CCNE d'il y a 10 ans, 20 ans, c'est intéressant en termes de leçons d'humilité. Et c'est rassurant de s'apercevoir que nous ne pouvons jamais confondre nos convictions du moment avec des certitudes définitives. Et je trouve que extrêmement intéressant. Cette séquence, une collègue évoquait les débats qui ont eu lieu autour de la fin de vie.
Grégoire, tu disais que on n'en finira donc jamais avec le débat, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter d'ailleurs. Ben oui, c'est intéressant de voir qu'on ne raisonne pas aujourd'hui comme on raisonnait hier, parce que la science, parce que les évolutions même de notre société qui sont en dehors de la science viennent infléchir le rapport que l'on a à ces questions où l'incertitude est centrale. Et l'on sait donc aujourd'hui, au regard de l'histoire, que demain, nous ne regarderons pas les choses comme nous les regardons aujourd'hui. Et ça m'apparaît extrêmement important à maintenir. C'est pourquoi l'espace de débat autour des lois de bioéthique, le rôle des espaces de réflexion éthique, le rôle de toutes les instances du débat dans notre société, est à mon avis éminemment important, surtout en ce moment, me semble-t-il, où l'on aimerait qu'il y ait des réponses simples à des questions complexes. Nous sommes peut-être là pour dire qu'il n'y a surtout pas de réponse simple à des questions complexes. Merci beaucoup Régis. On va clore cette table ronde et applaudir nos intervenants.